Un fort, c'est un immeuble d'isolation. Bienvenue à tous au troisième épisode du balado Le Fort Fortin. Je m'appelle Gord Fortin. J'espère que vous êtes en santé et en sécurité. Depuis le dernier épisode du Fort Fortin, beaucoup a changé. Je vais en parler de la pandémie COVID-19. J'ai beaucoup à dire. J'espère que mon discours ne semble pas trop à un lutteur professionnel qui trash talk son adversaire. Mais je fais aucune garantie. J'espère que cet épisode est le seul au sujet du COVID-19, sauf quand peut-être la pandémie se conclut. Mais avant tout, je veux vous remercier tout le monde qui écoute à mes balados. Je produis le Fort Fortin et un balado en anglais, Fortified with Gord Fortin. Puis c'est difficile de réaliser 2 balados et travailler au temps plein. Je me sens comme cet épisode devrait être peut-être la 4e. J'aurais dû créer un épisode après l'élection de 2019. L'élection canadienne. Mais je n'avais pas le temps avec tout dans ma vie. Je m'excuse. Les résultats électoraux et une analyse de l'élection sont des sujets importants et j'aurais dû trouver le temps de créer un épisode en français. Je m'excuse. Mais on oublie tout ça. Je veux en parler de la pandémie. Mais je ne veux pas parler du pandémie dans le fond, mais je me sens obligé. Je pense que quelqu'un doit exprimer les faits, les opinions et les avis. Et c'est ça que je vais faire dans ce programme. Donc, on commence. Je vais commencer par partager les statistiques avant de parler de divers sujets du pandémie. J'ai trouvé les statistiques mondiales et ceux du Canada. C'est très fort probable que les chiffres vont changer d'ici au jour que le balado est publié. Et j'ai déjà dû changer les chiffres au moins 3 fois avant d'enregistrer l'épisode. Donc, les nombres ça grimpe rapidement. Mais selon les chiffres du 12 avril, il y a 1 754 457 cas de COVID-19 mondial. Ça, c'est les cas rapportés avec 107 520 morts et 395 418 guéris. Au Canada, nous avons 25 195 cas rapportés du virus, avec 647 morts et 6 309 guéris. Le Canada se trouve 13e en ordre de cas. Les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Turquie, l'Iran, le Royaume-Uni, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis ont plus de cas que le Canada. Cependant, nos cas augmentent rapidement. Nos chiffres sont similaires aux Pays-Bas, donc peut-être on va dépasser, peut-être même on va entrer dans le top 10. On verra. Donc, on va voir si on va rester en 13e place. Je ne pense pas que les statistiques canadiennes vont atteindre les niveaux vus aux États-Unis. Ou, si je me souviens bien, c'est beaucoup plus que 500 000. Peut-être plus proche de 600 000 ou même au-delà de 600 000. Mais je pense que le Canada ne va pas atteindre ce niveau. Je dois remarquer qu'au Canada, que le Québec se trouve avec le plus de cas. Il y a 12 292 cas rapportés du virus. Il y a
1341 guéris et 241 morts. Après le Québec, c'est l'Ontario avec 6648 cas, 2574 guéris et 222 morts. Le territoire de Nunavut est la seule juridiction avec 0 cas du virus. Le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, le Yukon, le territoire du Nord-Ouest ont toutes des cas, mais ne rapportent aucun décès. Donc, la pandémie est vraiment aggravée par le fait qu'un vaccin n'existe pas. Sans vaccin, les mesures de prévention vont probablement rester en place pour longtemps. Ça ne va pas terminer dans un couple de mois. C'est la raison de toutes les actions. Si un vaccin existait, peut-être tout serait différent. Mais nous n'avons pas un vaccin, donc on doit prendre des mesures un peu plus extrêmes pour réduire l'épanouissement du virus. Donc, s'il vous plaît, prenez ça en considération la prochaine fois que vous dites que le COVID-19 n'est pas si pire que ça. À cause... Oui, c'est si pire que ça. Mais là, on va passer au deuxième sujet. Moi, je vis au Yukon. Et il y avait une histoire COVID remarquable qui s'est passée ici. À la fin du mois de mars, un couple québécois a voyagé du Québec jusqu'à la communauté yukonaise Old Crow. Le couple a traversé le Québec à Whitehorse par auto. Ils ont volé de Whitehorse à Old Crow. Leurs noms ne sont pas divulgués. Ils ont mis pied à Old Crow le 27 mars. Old Crow est une communauté gouvernée par la Première Nation Vuntut-Quitchin. C'est une communauté isolée dans le nord. La seule façon de se rendre là, c'est par avion. La population, c'est environ 221. Le couple a été refusé accès à la communauté. Paul Josie, ça c'est le gars qui est en charge de gérer toute la réponse de la pandémie, a arrêté le couple à l'aéroport. Lui, il rencontre chaque avion et distribue de l'information à propos du virus. Il a vu le couple quand ils ont débarqué de l'avion. Josie a dit aux médias que le couple pensait de trouver des emplois et un abri après de débarquer l'avion. Le couple a été amené au magasin Coop où il y a 2 appartements. Ils sont là, dans l'appartement, ils sont informés par la GRC de rester là, dans l'appartement. Puis il y avait des arrangements pour sortir le couple de Old Crow puis de le retourner effectivement à Whitehorse. Le chef Vuntut-Quitchin, M. Danaticha Tram, a dit aux médias que le couple voulait fuir le virus. Ils ont choisi Old Crow après un rêve. Ni un ni l'autre ont mis pied dans la communauté avant le 27 mars. Le 29 mars, le couple a quitté Old Crow. Le gouvernement yukonais a dit que le couple est en isolement pour 14 jours. Mais il ne divulgue pas où. La Première Nation maintenant doit approuver tout visiteur à Old Crow. Donc voilà l'effet de la situation. Là, j'ai beaucoup à dire à ce sujet. Les actions de ce couple me frustrent énormément. Je suis tanné de toute la panique. Je suis tanné de tous les épais qui achètent tous les produits que nous avons tous besoin. Je parle du papier hygiénique, le savon et le gel hydroalcoolique. Le couple en question sont dans cette catégorie. Ils sont des paniqueurs. C'est leurs actions qui vont être utilisées pour justifier des mesures plus sévères à combattre le virus. La santé d'une communauté nordique isolée est mise en danger car 2 personnes ne sont pas capables de gérer leur propre inquiétude comme des adultes. Le bien-être de chaque communauté qu'ils ont traversée au long de leur voyage
sont en risque aussi. Les grandes villes et les petites communautés du Québec, l'Ontario, le Manitoba, le Saskatchewan, le Colombie-Britannique sont en risque. Une autre fois, c'est car ces deux personnes ne sont pas capables de se comporter comme des adultes responsables. J'ai conduit sur plusieurs des routes qui traversent le pays. Le nord de l'Ontario a plusieurs communautés isolées. Le nord de la Colombie-Britannique, c'est la même chose. Les petites communautés sur l'autoroute Alaska sont isolées des grands centres du Colombie-Britannique. C'est fou. Moi, je serais en colère si je vivais dans un de ces communautés. Mais ce n'est pas juste le risque d'être exposé au virus. C'est le risque des mesures plus sévères qui va réduire nos droits et libertés. L'incident peut donner la motivation à un politicien de proposer des mesures plus sévères, comme, par exemple, la loi martiale. Un politicien, je vais l'appeler un mouche de coche, pourrait voir les actions de ces deux idiots, puis penser qu'il doit faire quelque chose pour assurer que ça ne transpirera jamais une autre fois. C'est un risque réel. Les politiciens vont utiliser la crise du COVID-19 à leur avantage. C'est possible qu'un politicien va penser qu'il ou elle doit faire quelque chose pour éviter une autre situation semblable et de protéger le monde. Puis je parle pas juste du Canada, ça peut être partout à travers le monde. Moi, je n'ai pas beaucoup de confiance vers les politiciens, surtout ceux qui créent une carrière en politique. Ils ne méritent pas plus de pouvoir. Je m'en fous si nous sommes dans une pandémie. Je ne serai jamais prêt à risquer notre démocratie pour assurer notre sécurité. Le Yukon a annoncé davantage de mesures. Il demande maintenant, il y a des officiers à des aéroports et aussi dans les entrées routières au territoire. Il demande pour une adresse, un numéro de téléphone et vos plans d'isolement. À chaque personne qui entre au Yukon. Si vous traversez le territoire pour rentrer chez vous, peut-être à l'Alaska ou le territoire du Nord-Ouest, ou si vous traversez vers le sud au Colombie-Britannique, vous avez 24 heures à traverser tout le Yukon. Chaque Yukonais qui rentre chaque Yukonais qui rentre au Yukon, lors chez vous, après voyager en dehors, doivent s'isoler pour 14 jours. Je sais que le gouvernement a probablement planifié ses avantages de mesure avant l'incident avec le couple québécois. Je m'excuse. Cependant, je suis sûr que les actions du couple ont été utilisées pour justifier les mesures. Je ne pense pas que les paniqueurs ont même considéré ça avant qu'ils ont paniqué. Ils ont paniqué comme des enfants sans questionner les conséquences de leur action. Je comprends l'inquiétude. Si tu vis dans une grande ville avec plusieurs cas de COVID-19, je comprends. Ils sont québécois. Ils viennent du Québec. Le Québec, effectivement, a le plus de cas dans tout le pays. Je comprends pourquoi tu serais inquiet d'être là pendant la pandémie. Moi, je ne voudrais même pas rester là si mon chez-moi était le Québec. Moi, je ne voudrais pas rester là dans un centre avec le niveau affecté le plus élevé. Mais nous avons tous la responsabilité de rester en place pour la pandémie, de ne pas mettre en danger ou de mettre en risque le reste du monde, le reste du pays, le reste de la planète. Ça, c'est une responsabilité qu'on doit prendre au sérieux. Point final. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de confiance envers les politiciens. J'ai fait référence à des mouches de coche. C'est vraiment la façon que je vois leur action. Je suis inquiet que le virus et le sens que le monde ne le prend pas au sérieux va être utilisé pour justifier des mesures trop sévères. Comme j'ai dit, trop de politiciens pensent qu'ils ou elles doivent faire quelque chose ou être vus comme quelqu'un qui a pris l'action.
en référence du virus. Les policiers d'eux-mêmes voient quelque chose qu'ils n'aiment pas, donc ils prennent l'action pour l'arrêter, et c'est un politicien mouche de coche qui va introduire des mesures trop sévères. Je pense pas qu'on doit craindre notre premier ministre, Justin Trudeau. Le pire de Trudeau, c'est qu'il a essayé de passer une loi qui lui donnera le pouvoir de dépenser sans consulter le Parlement. Je suis content que cette partie de la législation ait été défaite, mais l'aide aux Canadiens et les entreprises a été approuvée. Trudeau doit rester dans un gouvernement minoritaire. Je m'en fous si nous sommes dans une pandémie. Il a gagné un gouvernement minoritaire, donc il doit gouverner dans cette réalité. Je ne pense pas que le président américain, Donald Trump, va utiliser le virus pour considérer le pouvoir non plus. Mais il y a un pays où je suis très inquiet. Mais les mesures prises dans l'Hongrie sont inquiétantes. Selon les rapports médiatiques, ce sont des mesures qui pourront rendre le pays autocrate. Le premier ministre, Viktor Orban, peut maintenant gouverner par décret. C'est tout pour combattre le COVID-19. Le gouvernement hongrois n'a pas besoin de consulter l'Assemblée nationale et ceux qui circulent l'information fausse en rapport du pandémie peuvent être emprisonnés. C'est du pouvoir. Ces pouvoirs n'ont pas de date d'échéance ou une période de revue. Cela, c'est bien inquiétant. C'est qui au juste qui décide c'est quoi l'information fausse? Ça, c'est un problème. À mon oreille, c'est là que le gouvernement veut bannir toute l'information sauf celle qu'ils veulent circuler. Peut-être Orban va être le premier chef qui va réagir responsable avec des pouvoirs concentrés. J'ai des doutes. Je comprends qu'on ne sait pas quand la pandémie va se conclure, mais tout gouvernement doit inclure des provisions qui vont assurer que les pouvoirs consolidés ou les pouvoirs augmentés, je veux dire, vont être lâchés. C'est irresponsable de ne le pas faire. L'Hongrie a moins de cas de COVID-19 que le Canada. Puis une autre fois, je dois stresser que ces numéros vont probablement changer d'ici le 12 avril qu'à la date que le balado est publié. Donc, selon le 12 avril, l'Hongrie a 1190 cas rapportés, 112 sont guéris et 77 sont morts. Donc, j'ai aucune idée comment le peuple hongrois tolère ces mesures quand leurs nombres sont si minuscules. Les nombres sont si minuscules, si petits, que je comprends pas comment ils sont utilisés pour justifier un gouvernement d'agir de cette façon autoritaire. Ça n'a pas d'allure. Mais, en retournant au Canada, j'aime que notre gouvernement n'a pas vraiment fait une tentative similaire. Je sais que les conservateurs sont en désaccord, mais je ne suis pas convaincu que Trudeau a essayé de saisir le pouvoir. Je pense que Trudeau a une idée, peut-être une petite idée, des implications du pouvoir supplémentaire. Son père, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau, a invoqué la loi sur les mesures de la guerre pendant la crise d'octobre de 1970. C'est la façon qu'il a réagi de régler la situation envers le Front de libération du Québec quand le groupe a emprisonné James Cross et tué Pierre Laporte tout au nom de la souveraineté du Québec. Ils ont aussi fait du terrorisme pour promouvoir l'indépendance du province. La loi sur les mesures de la guerre ont suspendu nos droits, mais Pierre Trudeau a lâché les pouvoirs supplémentaires après la crise. Si je me souviens bien,
Justin Trudeau, je pense que lui était né après la crise, mais les actions de son père me donnent un peu d'espoir. Mais quand même, je pense que notre premier ministre ne va pas vraiment consolider le pouvoir. On doit réaliser que le Canada n'a pas les cas de COVID-19 pour justifier des mesures plus sévères. Ce n'est même pas proche. Nous sommes en troisième place en ordre de pays avec le plus de cas. Nous n'avons pas un grand nombre de morts. Au Canada, nous avons plus que 24 000 cas du virus. Puis, on a plus que 600 morts et plus que 600 guéris. C'est des chiffres, oui, c'est plus élevé que la Hongrie, mais c'est encore pas assez de risquer nos droits et nos libertés. En regardant les statistiques et les réactions, j'ai réalisé une chose. Moi, je pense que j'aimerais plus mourir du COVID-19 que vivre sous une dictature autoritaire. Et aussi, j'ai trouvé un autre exemple de une réaction trop sévère. Le CBC, pas Radio-Canada, mais le CBC il y a un article que j'ai trouvé où il se disait que le premier ministre de l'Alberta sous le Parti conservateur uni, avec le chef Jason Kenney, va considérer, utiliser les téléphones cellulaires comme un outil à effectivement traquer ou enforcer les quarantaines. Ça, c'est pas une façon d'autoriser, d'enforcer, l'isolement. C'est juste les quarantaines. Mais ça, ça c'est une mesure beaucoup trop autoritaire ou autocrate selon moi. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. C'est les gouvernements qui mettent des mesures, qui vont considérer des telles mesures. Ça, c'est pas quelque chose qu'on devait risquer. Nos droits, nos libertés, notre privé. Ça, ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir de la valeur et on doit assurer de le défendre et de les garder. Je pense que le gouvernement albertain devrait oublier cette affaire-là. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait bien pas considérer. Je comprends qu'il y a des gens qui ne prennent pas le virus au sérieux, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait vivre dans une dictature. À cause. Toutes les mesures autocrates, ça commence petit et peut-être un peu tolérable. Mais de là, ça grimpe. Les mesures deviennent de plus en plus sévères. Ça monte, jusqu'à temps qu'on a plus de droits et de liberté. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Quand on regarde l'histoire, quand on surveille l'histoire, quand on étudie l'histoire, on voit qu'il y a des dictateurs qui poignent le pouvoir dans une crise. Nous sommes dans une crise réelle aujourd'hui. J'espère que ça va être la seule crise dans l'histoire des êtres humains qu'un dictateur qu'un dictateur n'était pas créé dans cette crise, que c'est la première dans toute l'histoire, mais j'ai des doutes. Quand j'entends des gouvernements comme celui en Alberta et celui en Hongrie qui proposent ou même passent des lois, comme je vous ai juste expliqué, ça me rend très inquiet. Très inquiet. Mais là, on va se passer à un autre sujet. Je pense que le COVID-19 nous donne des bel exemple à des choses qu'on doit changer dans la société. Ça nous donne des avis. Mais est-ce qu'on écoute? Je ne veux pas dire aux autres pays comment gérer leur affaire. Mais je vois que
j'ai quelques suggestions. Le premier, c'est nos frontières. Je pense que c'est clair que le virus était capable de s'épanouir quand nos frontières sont trop relaxées. Ça ne veut pas dire que les frontières doivent être fermées. Pas du tout. Mais on doit surveiller nos frontières et qui entrent nos pays. Je suis convaincu que les frontières quasiment ouvertes dans l'Union européenne, c'est une des raisons pourquoi le virus était si sévère en Europe. Donc, on doit repenser nos frontières. Deuxième chose, c'est notre centre manufacturier chez nous. Le virus nous a montré clairement que nous devons créer nos propres fournitures chez nous. Quand j'ai chez nous, dans notre pays. Je sais que nous ne sommes pas capables de ramener tous les emplois, transférés ailleurs. Mais c'est le temps d'explorer comment on peut fabriquer les essentiels chez nous. On commence avec les essentiels. On doit fabriquer nos propres médicaments chez nous. C'est évident. De mettre toute confiance dans les autres pays pour nous livrer des médicaments ou les antibiotiques ou des masques ou les respirateurs. Si c'est tout créé en Chine, comment notre pays va être capable... Si c'est tout créé en Chine, puis la Chine est gravement impactée par le virus, comment est-ce que la Chine va être motivée à livrer les produits aux autres quand ils ont besoin, eux autres mêmes? On met trop de confiance dans les autres pays de nous aider dans une crise. Au Canada, nous avons les ressources nécessaires. On devrait les utiliser. Les exports devraient être limités aux ressources qui ne sont pas trouvées chez nous. Exporter le pétrole, c'est ridicule quand nous avons en plein chez nous. C'est fou. Là, on va parler un peu de la gauche et la droite dans le spectre politique. Je pense que la droite doit réaliser qu'on n'a pas besoin d'une crise pour aider les gens. Et la gauche doit défendre les ressources de chez nous. Puis tous les deux doivent arrêter de plaindre à cause l'autre commence à promouvoir les idées de l'autre. Si un conservateur veut aider les gens aider les gens par leur donner de l'argent pour payer pour les nécessités, celui de la gauche devrait aimer que la droite est en support de leur proposition. Pas chialer et dire ouais, vos sentiments sont fausses. Puis c'est la même chose de l'autre bord. Mais même si tous ces changements sont bien évidents, je sais que rien va changer. Je sais que rien va changer et c'est peu importe qui est élu. C'est peu importe si Andrew Scheer aurait été élu ici au Canada en octobre 2019 ou Jagmeet Singh au Canada. Ça fait aucune différence si le président américain Donald Trump serait élu une autre fois aux États ou Joe Biden. Rien va changer. Rien va changer du tout. C'est frustrant. D'accord, bien voilà le 3e épisode du Fort Fortin. Merci d'avoir tout visionné l'épisode. J'espère que vous avez trouvé le balado informatif et mes opinions bien formées. J'espère que vous êtes tous en santé et en sécurité. Ne panique pas. Nous sommes capables d'en sortir de la pandémie quand ça conclut dans l'année 2043. Non, je vous niaise. Mais sérieusement, préparez-vous à rester isolé pour plus longtemps qu'un couple de mois. Ça va être une boîte de temps avant que tout se conclue. Mais, la santé, la sécurité. À la prochaine.
Mon nom est Félix. Merci d'avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur les notifications et partagez les vidéos sur tous vos réseaux sociaux. Vous comprenez? Merci. Au revoir.